Bonjour YouTube et rebonsoir Twitch, nous allons commencer notre soirée de Gotrek et Félix, chapitre 5 du deuxième bouquin Tueur de Skaven, 12e épisode des Gotrek et Félix déjà. Et ce soir, le chapitre s'appelle Les bêtes du clan Moulder. Nous avons tout fait, quasiment tout fait dans ce chapitre. Nous avons commencé par l'intronisation des personnages, nous avons ensuite connu le clan Eshin et sa grande capacité à assassiner des gens avec Shang Squeak. Nous avons suivi avec le clan Pestilence, avec le clan Scryer, qui a fait péter le collège d'ingénierie et a tout incendié en faisant une pluie de Skaven partout. Nous avons enchaîné avec le clan Pestilien, oui parce que je dis bien Pestilien, qui a déclenché la peste et qui a finalement perdu le chaudron des Milverol à coups de hache de Gotrek. Et là, ce soir, eh bien, vous le comprenez, nous entamons le avant-dernier chapitre de Tueur de Skaven avec les bêtes du clan Moulder, le dernier clan majeur qui va entrer en action dans la conquête et la prise de Nuln par Tankol. Merci de m'avoir attendu pour commencer, Carscope. On a juste 56 minutes de retard, mais c'est normal. On m'a lancé sur Dragon Age et sur Mass Effect juste avant, donc je suis obligé de m'exprimer. Voilà. Donc, le chapitre 5, un chapitre pas trop long. Et comme d'habitude, il commence par une introspection de Félix. Et ce qui est très sympa, c'est que ça fait 3 chapitres maintenant que Félix ne nous spoil plus ce qui va se passer dans le chapitre. Ce qui est toujours à mon avantage pour vous raconter l'histoire correctement. Il nous met juste des espèces de mise en place du contexte, ce qui est très très bien. Et bien je te demande à vous, tu vas voir. L'introspection de Félix nous fait comprendre une chose qui est bien malheureuse dans un univers comme Warhammer. Nous le savons maintenant grâce à Félix. La peste est officiellement répandue à Nuln. L'épidémie de peste s'est finalement déclenchée. Et en même temps, on s'y attendait, comme c'est terminé le chapitre précédent, où certains rats contaminés par le chaudron des Milverol et le plan de Nul, le prêtre de la peste, caché sous Nuln, oui, faites attention au nom des personnages. On sait que certains des rats géants contaminés par la peste magique, se sont quand même échappés dans Nuln, et la contamination a commencé. Alors attention, certes, pas au niveau que les Skaven attendaient, mais la contamination est quand même présente. De plus, nous savons aussi que par la fin du chapitre précédent, que les Skaven commencent aussi à être malades. Les Skaven sont... Nul a survécu à sa décapitation prématurée de Félix et a l'air d'être rentré en provoquant quelques toussotements derrière lui. On sait d'ailleurs que tous les chefs qui ont tenté quelque chose et qui ont été contrés, entre guillemets, par Tankol, qui refusait bien évidemment de se faire doubler par des moins que rien, en utilisant d'ailleurs Gotrek et Félix. On le sait, le chef du clan Scryer a survécu, Shang Squeak a survécu, Nul du clan Pestilien a survécu aussi, mais surtout, beaucoup de ces chefs, quasiment tous, se doutent que Tankol y est pour quelque chose dans leur échec. Bon, à part Shang Squeak, qui était nul, juste un nul, mais en même temps c'est un Skaven. La peste Skaven renforce Nurgle ou le Racornu? C'est le Racornu, c'est pas Nurgle, c'est le Racornu. Donc, voilà où on en est dans le contexte, avec toujours un Félix Chad incroyablement beau. Je suis devenu fan de l'ambiance comics, donc on va rester comme ça. Merci Espoir pour tous pour ton follow et bienvenue parmi nous. Donc, Félix est toujours engagé, ainsi que Gotrek, comme videur et garde dans le Cochon-Borgne, l'entreprise et l'auberge malfamée des bas quartiers de Nuln, toujours sous les ordres de Heinz, bien évidemment, le vétéran impérial. C'est pas Nurglitch plutôt que le Racornu pour les Pestiliens? Ah bah non, il n'y a pas plus croyant au Racornu que les Pestiliens. Nurglitch est leur chef suprême par contre. La paranoïa chez les Skaven. Ah bon? Oui voilà, c'est ça, c'est la bonne question. C'est fini alors les dessins faits main? Ben pour ce livre, j'en ai pas fait, peut-être pour la semaine prochaine, j'en ferai, écoute, ça dépend du temps et de ma motivation. Peut-être que la semaine prochaine, vu que c'est la fin de Tueur Skaven, on en fera un ou deux quand même, on essaiera. Le ketchup tenancier de taverne, exactement. Et donc, ce chapitre commence par un méga flip de Félix.
Pourquoi? Parce que au cochon-borgne arrive une lettre. Une lettre, un parchemin, une lettre cachetée arrive au cochon-borgne. Une lettre cachetée, mais cachetée déjà ornementée magnifiquement, donc une lettre de riche, de Richard, entre guillemets. Et elle est adressée à R. Yeager, donc Monsieur Félix est mentionné lui-même, ou en tout cas son nom de famille est mentionné. C'est une lettre donc, qui est à signature, hein, entre guillemets. Donc les autorités, parce que vous le comprenez, il y a la livrée de la comtesse Emmanuelle elle-même sur cette lettre. Et là, Félix est en plein flip pour commencer ce chapitre. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-ce que les autorités, ou en tout cas la livrée de la comtesse Emmanuelle, c'est-à-dire comtesse Emmanuelle, la dirigeante de Nuln, la comtesse électrice, les forces locales de police, ou en tout cas de l'ordre, lui envoie une lettre? Est-ce que c'est « je vais me faire arrêter, nous savons où vous êtes » Est-ce que c'est la prime qu'il y a sur Gotrek et Félix à Aldorf qui a rattrapé leurs agissements? Est-ce que c'est l'assassinat de Von Alstad? Est-ce que c'est l'incendie du collège d'ingénierie? À chaque fois, bien évidemment, Gotrek et Félix étaient soit littéralement coupables, soit suspects. Et donc, c'est Heinz, hein, bien évidemment, avec son tact légendaire. Je garde le dessin parce que j'adore le dessin que j'ai réussi à faire de Heinz. C'est Heinz qui va le forcer à ouvrir cette lettre pour savoir ce que c'est. Et Félix se dit, ouais, c'est vrai qu'il a peut-être raison le vieux, parce que pourquoi on m'enverrait une lettre pour me prévenir qu'on va m'arrêter, tu vois? Non, il doit y avoir quelque chose derrière. Le papier, bien sûr, est d'une qualité incroyable. Pendant quelques secondes, Félix va même se demander est-ce que c'est quand même pas Emmanuelle elle-même, la comtesse, qui lui a envoyé une lettre? Et très rapidement, il va savoir que non. Merci de vous rendre au poste de garde le plus proche pour votre exécution. Ouais, on pourrait. Voilà. Il se dit, mais je suis débile de penser ça. C'est pas non plus un gribouillis de Tankol, exactement Barakvar. La lettre s'adresse à R. Yeager et les mots sont très simples. Présentez-vous au palais de son Altesse à la cloche de nuit sonnée, signé Hieronymus Oswald, secrétaire personnel d'Emmanuel. Bien évidemment, Félix, il n'a pas ouvert la lettre comme ça pour lui dans son petit truc. Il y a Heinz à côté de lui, il y a quelques mêmes clients aussi à côté de lui qui sont étonnés de voir ça. Et bien évidemment, il y a Elissa, hein, Elissa, le petit amuse... Non, c'est dégueulasse de dire amuse-gueule. La petite copine de Félix. Qui regarde cette lettre et qui est d'ailleurs étonné, arrête cette phrase, oui, je suis d'accord, qui est d'ailleurs étonné et impressionné de se dire waouh, mais attends, le crush ou le love interest, voilà. Le petit rossignol, voilà, très bien. Elissa qui est à côté de Félix en disant waouh, t'es convoqué par la comtesse Emmanuelle, mais c'est incroyable. Et Félix derrière qui va tout de suite rattraper le coup en se disant mais non, c'est pas pour moi. C'est impossible que les autorités suprêmes de la ville me convoquent moi personnellement. R. Yeager, ça peut être une erreur, ça peut être une lettre adressée à mon frère. Il va tenir un peu la main d'Elissa en lui disant bon, mais en tout cas ne t'inquiète pas, rien ne va m'arriver, je pense que c'est une simple erreur. Et là, Elissa va commencer à retirer sa main pour commencer à nous faire comprendre qu'il se passe quelque chose entre eux. Rapidement, elle va changer d'avis. Elle va se dire ouais, mais bon, écoute, tu peux pas ne pas répondre à cet appel, c'est dans 8 heures. Moi, ce que je te conseille, c'est d'aller te changer. Il faut que tu te rhabilles correctement. T'es pas assez bien habillé, là, t'es habillé. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Félix, après avoir combattu des Skaven, etc., Félix lui-même reconnaît qu'il a plus l'air d'un mendiant qu'un mercenaire. Et donc, il n'a pas de choix. C'est plutôt même Elissa qui va lui pousser à faire ça. Il faut qu'il se trouve une nouvelle toilette, hein, qu'il s'habille correctement. C'est une Skaven depuis le début, ouais, on le savait déjà. Il faut qu'il se trouve une nouvelle toilette, sauf que c'est un videur des bas quartiers. Compliqué d'avoir de quoi s'habiller correctement. Et la solution, vous vous en doutez bien que Elissa va lui proposer, c'est tout simple. C'est d'aller voir son frère. Nous avons donc un passage, dans ce contexte, quelques heures plus tard, chez Otto Yeager, encore une fois, Otto, le frère
le frère aîné de Félix, l'un des plus puissants bourgeois de la ville. Et on a le classico échange entre le frère qui a réussi et le frère qui fait ses choix autres qu'une vie bourgeoise. On a le grand frère qui lui dit « Tu ne viens me voir que quand tu as besoin de moi ». Mais de l'autre côté, on a Félix qui sait que c'est pas super bien de n'aller voir ses membres de famille qui ont réussi que quand tu as besoin d'eux. C'est pas poli, déjà d'une, c'est sûr, c'est vrai que c'est pas poli. Il se sent un peu coupable même d'ailleurs. Et t'as Félix qui essaie un petit peu dans sa tête et qui comprend en fait pourquoi il arrive pas à partager du temps avec son frère. C'est qu'en fait ils sont trop différents. Vraiment, c'est le jour et la nuit. Hein. Entre Otto, qui est ultra tourné sur les affaires familiales, la vie de rentier, l'autruche, hein, aussi typique des bourgeois et des nobles de l'Empire, du genre tout ce qui nous entoure autour, c'est pas très grave, c'est notre vie qui importe, et notre réussite et notre famille, ce qui est pas vraiment un mal non plus, c'est très humain. Et de l'autre côté, tu as Félix, le baroudeur, le poète, l'extravagant, hein, on rappelle que c'était un fauteur de troubles hein, politique, hein, Félix, ça l'est un peu toujours d'ailleurs. Ils sont juste trop différents, et n'ayant pas de capacité à mettre des mots dans son problème, répond à quelqu'un qui lui dit on se voit que quand t'as besoin de moi. Félix lui répond j'ai eu pas mal de trucs à faire. Bon, on a tous répondu déjà ça à des personnes à qui on aurait dû répondre et qu'on n'a pas répondu. Hein, voilà. Écoutez, hein, voilà, nous comprenons tous. Voilà. Et justement, en répondant ça, j'ai eu pas mal de trucs à faire, du genre, j'ai pas vraiment d'excuses pour le fait que je t'ai pas dit bonjour, comment ça va, rien que pour prendre des nouvelles. Otto surenchérit derrière en lui disant, mais ouais, et qu'est-ce que t'as fait, justement? J'espère que le frère va finir avec la serveuse. Oh, au secours. Il est marié, je rappelle, il a des enfants. Et voilà, et justement, Kanks, tu as raison de le préciser, Félix, au moment où son frère lui dit « Et qu'est-ce que tu fais hein, pour ne pas pouvoir me poser la question ?» Eh bien, il va renchérir tout de suite en disant « Ouais, tu vas dans les bars, tu vas dans les tripots, tu t'occupes d'ivrogne et de coupe-jarret, père qui s'est saigné dans ton éducation, etc. » Et en fait, son père part un petit peu dans le délire où son frère est devenu un moins que rien. Et Félix choisit de le laisser faire, choisit de laisser d'avoir cette image de fils raté, entre guillemets, qui méprise sa famille, etc., ou en tout cas les idées de sa famille, parce qu'il sait, au fond de lui, Félix, que jamais il pourrait expliquer à Otto ce qui fait qu'il ne prend pas le temps de parler avec sa famille, ce qui fait qu'il ne peut pas rejoindre l'affaire familiale. Félix a déjà combattu 3 à 4 fois les Skaven qui menacent d'envahir Nuln sous peu. Il a combattu des pestiférés, il a combattu des mutants, il a combattu des hérétiques, il a combattu une guerrière du chaos. Jamais son frère pourrait comprendre ça, vu qu'on l'a compris dans les chapitres précédents, que son frère ne veut même pas entendre parler des dangers des Skaven ou quoi que ce soit. J'ai assassiné le chef de la police secrète. Bon, j'ai un mauvais exemple pour commencer, oui c'est ça. On sait de quoi il s'agit, l'affaire familiale. Bah, tu sais, c'est le genre d'affaire familiale à la Bruce Wayne, tu vois, où ils ont plein de choses. On sait que c'est des marchands. En tout cas, on sait que c'est des marchands. Donc, ça va un petit peu rester en statu quo parce que Otto non plus n'en veut pas à son frère. C'est un fait accepté entre guillemets. Et même Otto va littéralement suivre la demande de son frère sans jamais couper les ponts avec son frère. Je sais qu'il y en a qui étaient étonnés que je présente Otto avec une image où il a l'air gentil. Mais au final, Otto... certes, il fait un peu le grand frère réprimandeur, mais jamais il lui dit non. Tu vois, jamais il lui dit, en tout cas, pour l'instant, hein, dans le roman, jamais il lui a dit non. Et là même, le PNJ utile, ouais, on va dire ça comme ça. Et là même, Félix va ressortir avec non seulement une bourse pleine d'or filée par son frère, du genre, ben, je te donne de l'argent même si tu m'en as pas vraiment demandé, et derrière, il va aussi lui donner une petite lettre de recommandation pour aller voir des tailleurs personnels ou des choses comme ça dans la ville. Donc, quand même. Mais il y a une petite chose qui est intéressante par rapport à cet échange, même si ce contexte-là est déjà intéressant pour la relation des deux frères Jaeger, mais c'est surtout que, durant la conversation, vu que, bien évidemment, pourquoi il est venu là, bah, c'est parce qu'il est invité par la comtesse électrice quand même, par en tout cas une autorité de la comtesse électrice, Félix va demander à Otto « Qu'est-ce que tu sais de la comtesse ? Qu'est-ce que tu sais d'elle ?»
Parce que quand même, on parle de la comtesse Emmanuelle. La comtesse Emmanuelle, c'est l'une des femmes les plus puissantes de l'Empire. On est bien d'accord. C'est une comtesse électrice de la 3e ville de l'Empire. Ou 2e ville de l'Empire, ça dépend de votre point de vue. Elle dirige la cité qui est avancée technologiquement l'une des plus grandes, l'une des plus anciennement reconnaissables, peut-être même l'une des premières villes de l'Empire. C'est quand même pas rien. Et donc, bien évidemment, Otto va répondre « Ben, je n'ai été présenté qu'à elle une seule fois, c'était l'an dernier dans la fête de Verena. » Fête de Verena, on a compris ce que c'était dans les derniers chapitres. Et il la décrit comme une femme absolument charmante et intelligente. Puis il fait une pause, Otto. Il fait une pause, et il enchérit un petit peu après, avec un Félix qui a le regard un peu intense, et il enchérit par « Mais j'ai entendu certaines choses à son sujet. » C'est un héros de classe S, Félix. Ah bah littéralement, en tout cas il va le devenir, ça c'est sûr et certain. Et c'est là que Otto balance les choses qu'on a déjà entendu parler avec Fritz dans le premier chapitre. La comtesse Emmanuelle, c'est un peu une entité, en fait. On ne l'a jamais vue encore dans les Gotrek et Félix. Ceux qui savent, savent bien sûr, mais on ne l'a jamais vue. On ne sait pas vraiment qui c'est, on n'a jamais même de description physique de cette personne depuis qu'on a commencé les livres. Parce que je vous rappelle que je vous lis les livres et que je vous les résume comme si vous les découvriez pour la première fois. Donc ceux qui savent, no spoil. Peut-être qu'il n'y a rien à savoir, peut-être que je vous fais attendre. Pour rien. Mais la comtesse électrice, on a Otto qui raconte qu'elle a des rumeurs autour d'elle, qu'elle aurait été la maîtresse de la moitié des jeunes nobles de l'Empire tout entier. Excusez-moi, madame. On raconte qu'elle fait provoquer des duels ou que des duels se provoqueraient dans la noblesse rien que pour lui plaire. Et que même il y aurait des scandales qui tourneraient autour d'elle, mais que tout ça ne sont que rumeurs. Et qu'il n'y a aucune preuve de tout ça. Ce qui fait qu'on a vraiment une image décadente de la noblesse dirigeante impériale. Si tu lis les Gotrek et Félix, t'as l'impression que la politique de Karl Franz, c'est de la tyrannie envers les pauvres et des privilèges sur les grandes entreprises et les marchands et les familles politiques. Ne faites aucune allusion sur ce chat de quoi que ce soit d'autre que ce que je viens de dire. S'il vous plaît, ne me cassez pas les couilles avec ça. Trop rapide. Voilà. Hein, on sait jamais. Et derrière, on a aussi l'autre image de cette noblesse qui a l'air complètement corrompue. Mais est-ce qu'elle est vraie ou pas? Voilà. Est-ce que c'est la moitié masculine, féminine ou les deux? On ne sait pas. On ne sait pas, voilà. Voilà, on ne sait pas. Bref, on a une image assez controversée de la noblesse impériale. Enlève les doigts du clavier. Putain, avec les doigts qui chauffent, tu vois, comme ça. Là. Ou alors vous qui faites comme ça sur le entrée, hein, pour me mettre les débats politiques modernes, là. On s'en branle. Donc, la comtesse électrice a cette image. Et donc, Félix va être un petit peu dans l'expectative. Il va se dire, putain, mais si jamais je la rencontre, comment il va falloir que je m'en sorte, tu vois? Elle a l'air extrêmement intelligente. Tout le monde, tous ceux qui l'ont rencontrée, qu'il a pu rencontrer, lui racontent que c'est une personne intelligente. Et tu ne deviens pas comtesse électrice en étant une teubée, bien sûr, surtout une femme, à cette époque, dans l'Empire. Même si l'Empire a jamais trop été entièrement masculinisé. C'est même, tu vois, c'est pas comme la Bretonie, entre guillemets. Et encore, la Bretonie, ils ont eu Jeanne de Lyonnaise depuis très très longtemps. Bref, Félix va se dire que tout va gérer sur son charisme et son éloquence. Donc, Félix va aller se friper avec les lettres de son frère, les lettres de marque, entre guillemets, de son frère, en urgence, parce que rappelez-vous que c'est dans quelques heures qu'il doit aller à la cloche de nuit au palais de l'impératrice. Enfin, pardon. Non, pas de l'impératrice, excusez-moi, de la comtesse électrice. Elle voudrait bien être impératrice, mais elle est que comtesse électrice. Bonjour, excellent, j'ai tué votre chef de renseignement. Ah merde, oui voilà, c'est ça. Ah, guten Nacht, bonsoir Rotmar, j'espère que tu vas bien. Je viens d'arriver, il y a une nouvelle madame beaucoup trop belle. Félix, fais attention. Oui, c'est clair, faut se méfier, faut se méfier. Félix, en allant à l'endroit où il doit aller, va... Oui, je sais, c'était une parfaite phrase. Va passer au niveau des docks. C'est-à-dire qu'il va passer aux abords du Reik.
Je vous remontre la carte de Nuln. Vous avez la rivière Aver et la rivière Rake. Alors l'Aver qui vient d'ici, Aver, Averland, et le Rake, Rakeland, qui vient par là. Deux des plus grands fleuves de l'Empire. Des fleuves qui font plusieurs centaines de mètres de large à certains endroits. Des fleuves où le torrent est violent, le courant est ultra puissant. Des navires énormes, genre des grands navires du grand océan, pourraient venir naviguer sur le Rake, s'il n'y avait pas les ponts. Donc vraiment des choses que je tiens à préciser, c'est important pour le scénario qui arrivera plus tard. Voilà, tu peux pas le traverser comme ça, quoi. Il te faut des navires. Genre la Garonne, plus comme la Loire, tu vois, ou le Rhin, tu vois, c'est vraiment... Et encore, vraiment, t'as des passages même en ville, on raconte que le Grand Bridge, il fait 200 mètres, plus de 200 mètres de long. Pourquoi ? Parce que la largeur du Rake à cet endroit-là fait plus de 200 mètres. Le Danube, par exemple. Donc voilà, c'est pour vous dire que le courant du Rake est assez impressionnant. Et quand il passe au niveau des docks, ce qu'il aperçoit, Félix, c'est que ça pullule de vie, beaucoup de gens pauvres. Il va reparler encore un petit peu du système qui ne lui plaît pas. Les riches s'enrichissent, les pauvres travaillent. Il reconnaît même d'ailleurs un gars qu'il avait déjà croisé quand il était enfant, un docker, qui est toujours en train de travailler alors qu'un noble serait déjà à la retraite depuis très très longtemps à vivre de ses rentes. Il se dit, putain, mais ce système, etc. Juste le petit passage anti-système des riches que Félix aime bien balancer, mais qui n'a pas vraiment d'incidence pour le roman. Félix, c'est un peu anarchiste, ouais. Le communiste. Mais surtout, il entend des choses. Il sait que les docks sont en effervescence, qu'il y a des cargaisons de grains, de bouffe qui arrivent, etc. Parce que Nuln, rappelez-vous, est en peste. La ville est en train de connaître une épidémie de peste, donc c'est quand même pas rigolo du tout. Il sait même d'ailleurs qu'il y a eu des vols, qu'il y a eu des meurtres, sans compter les Skaven dont lui, il le sait. Mais il entend parler qu'il y a eu une grande barge de grains qui aurait disparu, qui aurait été volée, etc. Il repense à toutes les actions qu'il a combattues, à la menace qui se tapit dans l'ombre sous la ville. Il repense donc aux Skaven. Et il se dit, il y a un lien incroyable avec tout ce qui se passe. Ça pue. Le stress monte. Est-ce que la comtesse ne serait pas une vampire par hasard ? Vous verrez bien ce qu'on raconte de la comtesse Emmanuelle. C'est un personnage très intéressant de tout l'univers de Warhammer. Félix a une cape rouge, il y a des signes. Gotrek et orange, nous sachons. Oui, voilà. Faites vos hypothèses. Je rappelle que ça a été écrit par un Écossais, les Gotrek et Félix. Donc Félix va passer chez un tailleur et après s'être fait traiter de pauvre pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'il montre sa lettre de marque de son frère, il deviendra un seigneur, littéralement un lord aux yeux du tailleur. Et un Félix Chad va sortir de ce tailleur, un Félix, oh là là, un Félix qui va retourner des années en arrière. Des années en arrière, quand il était encore étudiant, qu'il était encore riche, bref, qu'il avait encore tout le côté bourgeois universitaire qu'il avait connu à Altdorf. Petit collège Sherlock Holmes. Ouais, j'avais pas pu faire mieux avec l'IA. Voilà. Dites-vous qu'il reprend même très rapidement les habitudes en se disant je vais rencontrer des gens importants, donc il faut que je fasse gaffe. Déjà, en avançant depuis les quartiers des tailleurs vers le quartier majeur, c'est-à-dire le palais, littéralement, de la comtesse qui se trouve dans la haute ville, il se dit qu'il va se salir et qu'il ne faut pas qu'il se présente sali. Il va donc trouver une chaise à porteur et va se faire emmener directement. Et sur le chemin, on comprend que Félix n'arrêtait pas de regarder derrière lui. Depuis les docks, depuis qu'il a coté le cochon de borne, depuis même qu'il a quitté le tailleur, il se dit, putain, mais est-ce que c'est moi ou je deviens parano et quelqu'un me suit ? Voilà. Il y a une espèce de menace de se dire, putain, mais est-ce qu'il ne deviendrait pas parano à cause des Skaven, etc. Bref. Ça fait combien d'années depuis le début de ces aventures ? Au moins 3 ans. 2 ou 3 ans, là, si je devrais te dire. Vu qu'il y a au moins 2 hivers qui sont passés. Bref. Le mec, il met une chemise directe, il refuse de marcher maintenant. Voilà. C'est aussi un ancien bourgeois. Et justement, en se faisant emmener dans sa chaise à porteur, en regardant par les rideaux pour voir s'il n'est toujours pas suivi, et en passant de quartier pauvre à quartier riche, quartier pauvre à quartier artisan, puis quartier artisan à quartier riche, il va se dire que, au fond en fait, il y a un truc bonus, un truc très très apprécié pour lui depuis quelques heures,
qu'il est en train de se dire, et surtout pour ce soir, avec la rencontre de la personne qui l'a invité, il se dit, putain, mais heureusement, en voyant comment il est sapé, en voyant où il se dirige, en sachant tout le contexte politico-social où il va rentrer, il se dit, putain, heureusement que la lettre n'invitait pas Gotrek. Et là... Et là, je le comprends tellement. Je le comprends tellement. Et là, il a tellement raison, en fait. Et il va se dire, putain, mais heureusement que j'ai pas à gérer Gotrek dans un endroit comme ça, parce que Gotrek, jamais il aurait pu être accepté, ou même aurait fait le moindre effort dans un milieu comme celui-ci. Le machin, on leur a lâché un rot pour dire bonjour. Heureusement que le nain n'est pas là. Tous les MJ disent ça, toutes les grosses équipes de JDR disent ça de toute façon. C'est bien normal. Donc, en se disant que Gotrek n'est pas là, en effet, Félix se rassure un petit peu. Il aurait retourné le mobilier. Ouais. Gotrek chez le tailleur, ah, j'avoue. Alors que, on n'oublie pas quand même que dans l'épisode précédent, Gotrek s'est habillé comme le veut la tradition du temple de mort. Et ça, sans broncher. Il a suivi la ligne arbitraire d'un culte qui n'est pas le sien. Donc, on n'a même pas eu de point de vue de Gotrek à ce moment-là. Donc, est-ce que ça aurait été aussi pire que ça? Oui. Oui. Non, on va l'avouer quand même. Il est intenable. Surtout avec des nobles. Surtout avec des nobles. Surtout avec des nobles. Et donc, Monsieur Félix arrivera à l'heure à son rendez-vous au palais de la comtesse électrice, s'il vous plaît. Mais il y avait la bagarre à la clé, donc voilà. Oui, c'est vrai, d'avoue. Il frappe que les nobles qui méritent d'être frappés, c'est ça. Et donc, Félix va, avec sa lettre de marque, entrer, passer devant des gardes qui l'auraient refoulé, même s'il est habillé en riche, il l'a très vite compris. Il va se faire emmener par 3 gardes, rencontrer une personne dans le palais de la comtesse. Il va rencontrer un homme. Dans ce bureau incroyablement classe du palais de la comtesse, Félix rencontre Oswald. Oswald, qui directement met en méga flip Félix. Merci beaucoup Marsupilou, merci beaucoup pour le 17e WhatsApp, merci beaucoup de ton soutien, n'hésitez pas à faire comme lui, on en a besoin. Pour ceux qui regardent cette vidéo, il y a le Tipeee en bas aussi, hein, n'hésitez pas. Seigneur de la Vega, c'est ça. J'aime ce prénom Oswald. Ouais, alors depuis que j'ai joué au Resident Evil, j'aime pas Oswald, moi. Donc, un petit jeu qu'on aime beaucoup dans les Gotrek et Félix, parce que Félix est quelqu'un de très malin, on le sait, quelqu'un qui a même la science de la parole, quelqu'un qui a du tact, quelqu'un qui sait parler, quelqu'un qui, comme dirait dans Dragon Age, aime le grand jeu, le jeu noble. Ce monsieur va directement montrer qu'il sait. Ce monsieur sache, tu vois, voilà. Il va lui annoncer, Herr Jäger, vous ne ressemblez pas à ce que j'imaginais. Parce qu'il le voit super bien sapé, il le voit comme un nobliau ou un bourgeois de la ville. Il a de l'éloquence, exactement. Et Félix va se mettre à ultra flipper. Pourquoi je suis ici? Il se dit, ce gars, il sait des choses. Il sait beaucoup de choses. Il le traite de pecto. Voilà, c'est ça. Herr Jäger, nous sachons. Exactement. Il va se dire, oh là là, mais le mec, il est venu, en fait, c'est un piège, il est venu me piéger, il est venu parce que j'ai tué l'ancien chef de la police secrète qui était un corrompu, j'ai foutu le feu au collège d'ingénierie, au secours, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Et là, Oswald va échanger des amabilités très très rapides du genre, votre famille, tout ça, je connais votre frère, etc. Et puis d'un coup, quand Félix va vraiment lui poser la question, mais pourquoi je suis là? Oswald va faire sortir ses gardes et il va regarder Félix. Comme ça. Comme ça, là. Et il va lui poser la question. Vous vous y connaissez en Skaven?
Et là, Félix, il est comme ça, tu vois. Ne réponds pas. Ne réponds pas. T'as baisé ma sœur. Abort mission, abort mission. Y a-t-il une mode siège éjectable? Un homme bête, vous voulez dire? Et là, je trouve que Félix a une excellente réponse. Vous y connaissez en matière de Skaven? Félix répond: j'en sais un peu, mais j'en connais aucun personnellement. Bien joué. Franchement, c'est plutôt bien joué, je trouve. Je trouve ça pas mal. C'est une bonne répartie. Ce qui fait même d'ailleurs... c'est faux en plus. Oui, en plus c'est faux. Je sens que je connais un nain, c'est ça. Et ce qui fait que Oswald va se mettre à rire à ça, mais on va très très vite comprendre qu'en fait c'est un rire froid et mécanique. C'est louche. C'est très louche. C'est très louche ce qui se passe. Et là, en fait, Félix comprend qu'il est là pour un interrogatoire. Mais un interrogatoire cordial. Oswald va essayer de lui faire comprendre que il a des rapports qui mentionnent un certain Félix Jäger et un certain Gotrek Gunnarsson qui ont parlé de Skaven et qui ont tenté de mettre en alerte des choses à l'Empire. On renvoie au premier chapitre, hein, bien évidemment, quand ils étaient égoutiers. Ce monsieur, lui explique que il sait que lui et Gotrek ont tué des Skaven sous terre. Et que même d'ailleurs, ils ont essayé de prévenir les autorités qu'il y avait une menace Skaven sous terre. Et là, Félix se dit: oh putain, je suis foutu. Oh là là, ils vont me prendre pour un corrompu, un hérétique, ils vont tout savoir, etc. Et là, le scénario relâche absolument tout. Félix comprend en fait où veut en venir Oswald. Oswald dit que les Skaven sont en fait réels et que Monsieur Félix Jäger ainsi que Gotrek Gunnarsson avaient raison. Une menace plane sous terre, sous Nuln. Et là, Félix se dit: putain, ouverture. Ouverture. Il sait rien, le gars. Il sait rien de ce que j'ai fait. Et Félix va lui dire: oui, j'ai affronté les Skaven 3 fois. Ils nous ont attaqués dans les égouts, je les ai tués. On a prévenu nos chefs, personne ne nous a cru. Ils nous ont attaqués au cochon-borgne. Et il y a eu des problèmes de rats, en effet, dans les jardins de mort où j'ai été. Bien évidemment, il ne parle pas de Fritz, évidemment, qu'il a assassiné chez lui, où il a rencontré, je le rappelle bien, Tankol, qui lui a échappé. Et où il ne parle pas non plus de l'incendie du collège d'ingénierie, il est pas fou, bien évidemment. Et là, Oswald lui balance tout. Il lui fait: oui, je le sais, ça aussi. Je sais tout, monsieur Jäger. Je sais absolument tout. Et j'ai même l'explication de tout ce qui vous est arrivé. Les Skaven sont là. Les Skaven sont une menace. Je le sais parce que vous ne devez pas le savoir. Vous connaissiez monsieur Van Alstad? Félix se décompose, putain, c'est le mec qui l'a assassiné. Oswald lui dit: les Skaven l'ont assassiné. Le chef de la police secrète a été tué par des hommes rats. Et là, Félix: what? Et là, tu comprends que le nouveau chef de la police secrète, c'est Oswald. Et qu'il remonte la piste comme il peut, en fait. Et là, directement, Félix, il fait: oui, bien sûr, mais... oh, incroyable, c'est pas vrai. Mais comment vous savez ça? Mais comment vous sachez? Évidemment. Et là, le gars lui fait: nous avons retrouvé dans l'incendie de sa demeure le cadavre d'un énorme Skaven, certainement que Fritz a tué avant de succomber à ses blessures et de mourir dans l'incendie. Ah, Félix déjà, qui se... oh oui, et puis d'un coup qui se reprend: oh mon Dieu, quelle horreur, oh là là, oh, mais c'est donc ça que ce que j'ai entendu parler, c'était cet incendie.
Et derrière, Oswald enchaîne. Et Félix le laisse faire. Il le laisse complètement faire. Oswald lui balance. Et c'est donc pour ça que des hommes rats vous ont attaqué au cochon-borgne et que des nobliaux et des gens de passage vous ont défendu. Les Skaven ont su que vous vouliez les dénoncer et ils ont envoyé des assassins vous tuer pour que le silence de leur complot s'arrête et que personne n'entende parler d'eux. Je le sais, je suis le chef de la police secrète de l'Empire. Ça ne rigole pas avec Monsieur Oswald. Et vous ne le savez peut-être pas, mais l'incendie du collège d'ingénierie, eh bien sachez que nous le savons, ce sont aussi les Skaven. Nous ne savons pas ce qui s'est passé, mais une énorme explosion a tué des centaines d'entre eux. Nous avons dû ramasser les corps qui étaient éparpillés partout dans le collège d'ingénierie. Pourquoi ? Félix qui fait « Mais incroyable, mais comment se fait-ce ? Mais pourquoi ? Pourquoi avez-vous fait ça ? Pourquoi avez-vous ramassé les corps ? Pourquoi personne n'en a parlé ?» Et là, Oswald raconte que c'est la comtesse Emmanuelle elle-même qui a demandé une censure complète de l'information, que personne ne sache que les Skaven menacent la ville. Tu comprends donc aussi pourquoi on n'a jamais entendu parler de la pluie de Skaven qui était tombée sur le collège d'ingénierie. Alibi sur pattes, cet Oswald, complètement. Merci Smith the Corsair, merci beaucoup pour le 18e mois de sub. Heureusement que Gotrek n'est pas là, il aurait sûrement tout cafeté. Littéralement, oui, heureusement que Gotrek n'est pas là. Et derrière, en plus, il lui rajoute le fait que, oui, et les Skaven menacent toujours la ville avec tout ce qui s'est passé avec Drexler. Et là, pouf, ça fait boum dans la tête de Félix. Comment ce mec est autant au courant de ce qu'a fait Félix? Comment ce mec peut être au courant que Félix est allé dans les jardins de mort parce que personne ne l'a arrêté? Comment ce mec peut savoir pour le cochon-borgne, bon, il est passé chef de la police, des nobliaux ont participé à la bataille du cochon-borgne, c'est plausible, allez on l'enlève celle-là. Ce mec sait pour le collège d'ingénierie, mais il ne sait pas l'implication que Félix a eue dedans, alors que s'il aurait eu un lien avec les vraies polices secrètes qu'avait Fritz, il aurait su que Félix était là. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Comment il sait ça? Et comment il connaît Drexler? Comment il sait ça? Et là, il y a un enchérissement et une autre pression qui est mise sur Félix que Félix ne s'attendait pas. Et je sais aussi que vous, Herr Jäger, vous étiez jamais loin de tout ça, parce que je sais qu'on vous donne des renseignements. Est-ce que vous avez sur vous les mots que cet informateur vous donne sur les agissements Skaven? Et là, Félix, il se dit, attends, comment le mec sait ça? Il lui dit même d'ailleurs, comment vous savez ça? Parce que même moi, je n'ai aucun de ces messages, car les messages que nous envoie cet informateur, notre ami, se détruisent eux-mêmes en quelques secondes. Et là, Oswald dit, certainement un sortilège. C'est une créature puissante qui doit l'avoir fait. Et là, putain, mais Félix, il se dit, mais attends, mais ce mec sait tout, vraiment? Mais comment il sait que je suis pas impliqué dans le meurtre de Fritz, alors? Et c'est quand il y a la mention de Drexler, donc le médecin qu'on a rencontré la semaine, dans l'épisode précédent, qui lui a donné l'artefact qui le protège de la peste. Monsieur, vous avez lu le tome précédent? Drexler, qui, rappelez-vous, avait su de Félix qu'il y avait des messages qui se passaient. Drexler et cet homme Oswald, on apprend quelque chose sur eux. On apprend que Oswald, Drexler, mais aussi Aldred, le Templier du premier roman, que je rappelle, Félix a encore son épée qui est toujours attachée à sa ceinture, face à lui, devant le bureau, etc., en ce moment même. Eh bien, Drexler, Oswald et Aldred font partie d'un ordre secret, l'ordre du marteau, un ordre secret sigmarite qui est connu exclusivement pour affronter les forces du chaos latentes. Donc ce sont généralement des gens plus bien. C'est les gentils, voilà, on va dire ça, c'est les gentils, entre guillemets. Enfin, ça dépend de votre point de vue. Si vous êtes un point de vue de la Sky, ce seront les méchants, hein, voilà, bien sûr. Ils sont tous fous dans l'ordre du marteau. Ils attendent longtemps le chaos, c'est ça, les francs-maçons, ah, super. Et c'est là que ça rentre tout en tête dans Félix. C'est pour ça qu'Oswald est très bien renseigné sur les messages qu'ont eu Gotrek et Félix, mais qu'il ne sait pas pour l'assassinat de Fritz, ni pour le collège d'ingénierie, parce qu'ils n'en ont jamais parlé à Drexler.
ils savent que, bon, ce gars-là peut peut-être être un allié comme l'était Aldred ou comme l'était Drexler. Ou en tout cas, il faut aussi se méfier de ce personnage qui a l'air d'en savoir beaucoup et de très pouvoir vite en apprendre. Et surtout, Félix se dit, il faut absolument que ce mec continue à croire ce qu'il croit. Je veux pas être mêlé à ce qu'il pourrait savoir sur moi. Et donc, en fait, le chef de la police, donc Oswald, le nouveau chef de la police secrète, va mettre des points sur les i avec Félix. Il va lui demander expressément de ne plus se mêler des affaires Skaven. Oswald va lui dire « Cher ami Jäger, si jamais vous recevez un autre message, je veux qu'avec empressement et en toute priorité, vous contactiez la garde secrète, que vous m'envoyiez moi-même un message au palais. Je ne veux plus que vous produisiez d'initiative de votre propre chef. C'est la police secrète qui doit se charger de ça. » Félix, bien évidemment, vous l'imaginez bien, va dire « Oui, monsieur ». Il accepte direct et il va pouvoir repartir sans aucun problème. Ok, papy, voilà, c'est ça. Le chef de la police a un côté commissaire Gontran d'inspecteur de justice. Un peu. Oui, mais j'ai un nain de compagnie. Ouais, voilà, ça va être là le problème, hein, évidemment. Et donc, après cet échange entre ces deux personnages, nous avons le retour chez les Skaven. Je vous présente Isaac Grottel. Si vous vous rappelez de l'épisode 2 du livre 2, Isaac Grottel, c'est le maître de meute du clan Mulder qui est sous les ordres techniquement de Tankol. Techniquement, ça aurait dû être sous les ordres du seigneur de guerre Scab, mais le seigneur de guerre Scab est mort, malgré le fait que son armée soit arrivée à bon port. Et donc, il est resté sous les ordres de Tankol. Ah bah, bon anniversaire à ta chérie, Champêtre. Et donc, on a une petite présentation maintenant du dernier grand lieutenant de Tankol, Isaac Grottel, qui, rappelez-vous, avait détourné les yeux face à Tankol. Donc, Tankol se disant que s'il détourne les yeux, c'est qu'il a peur de moi. Et là, bien évidemment, nous sommes chez les Skaven. Nous allons apprendre que lui aussi, hein, évidemment, veut devenir chef à la place du chef-chef. Et qu'il a un plan, évidemment. Ce seigneur du clan Mulder, il nous présente aussi un fait qui n'a pas encore été mentionné par les Skaven, un fait histo, donc un effet lore. Le clan Mulder, qu'est-ce que c'est le clan Mulder? Ce sont les maîtres de la corruption mutagène, si vous voulez. On a vu les maîtres de l'assassinat et de l'infiltration et des assassins. On a vu les maîtres de la technologie et de la malpierre. On a vu, avec les scryers, on a vu les chefs inconditionnés du fanatisme du raccord nu, les mages et les frénétiques, les maladifs, les corrupteurs par la maladie que sont les pestiliens. Les Mulder, ce sont les mecs qui vont vous démultiplier la puissance de certaines créatures ou d'eux-mêmes par de l'ingurgitation de malpierre ou des décoctions faites à base de malpierre et de chair de toutes sortes. Ce sont des Frankenstein, si vous voulez. Ils ne tournent pas trop sur les trucs morts, mais plus sur les trucs vivants qu'ils aiment voir muter. Et justement, le petit problème de ces trucs-là, c'est qu'ils sont tellement dans de la corruption ambiante non-stop qu'ils deviennent des gastronomes de la malpierre, des gens qui ont une faim insatiable. Trotte le Galeux en est un exemple parfait. Hein. Ce sont les abos de Caracadrine. Ouais, voilà, les abos, par exemple, hein, c'est eux qui les ont inventés. Hein. C'est d'ailleurs Trotte le Galeux qui les a inventés. Et justement, le clan Mulder est connu pour les célèbres Raogres, hein, bien évidemment, les créatures comme nous connaissons Vorax, hein, le garde du corps, entre guillemets, de Tankol. Et ils sont connus aussi, et surtout Isaac Grottel est connu pour sa faim noire. Les fins noires, c'est ce qui représente en fait, la faim noire, c'est ce qui représente en fait complètement les Skaven. Pourquoi les Skaven sont toujours à 100% en train de dépenser de l'énergie, en train de bouger tout le temps, en train de je veux ça tout de suite, je veux ça. Parce qu'en fait, ils sont habités de la faim noire. Et la faim noire se déclenche à un niveau exponentiel lorsque les Skaven sont excités, lorsqu'ils ont gagné une victoire, lorsqu'ils ont peur, lorsque ils ont faim, hein, littéralement.
Et on raconte de Isaac Grottel qu'il est, depuis qu'il est devenu un chef de meute du clan Mulder, donc depuis qu'il met des mutagènes en place pour développer des créatures, qu'il est atteint de la faim noire non-stop. Je rappelle que c'est un seigneur Skaven obèse qui est sur un palanquin porté par 4 rats ogres. Hein, pour ceux qui connaissent les figurines ou le lore, ça en dépote de fou. Je rêverais d'avoir une figurine de ça. 4 rats ogres qui portent un palanquin avec un rat obèse dessus. Incroyable. C'est le truc des Blue Dungeons de la fin noire. C'est vrai? Ah bah oui, la confrérie noire. Ah bah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Comment ça a survécu, cette abomination? Eh bien, on sait que Isaac Grottel est connu pour dévorer tous ses serviteurs, les uns après les autres, sous la moindre excuse qu'il pourrait y avoir. Et justement, je vous présente son dernier serviteur, un serviteur qui est faible, qui est presque aveugle, qui est petit et malingre, ce qui normalement est la mort assurée pour n'importe quel Skaven, mais qui est brillant, ce qui a permis de survivre à cette créature. Merci Wolf Effect, merci beaucoup pour ton 10e mois de sub. Je vous présente... J'adore cette image de Skaven, je la trouve incroyablement parfaite pour représenter ce personnage. Voici Skitch. C'est pas Stitch, c'est Skitch, qui est le serviteur et créateur de Isaac Grottel. Il est kawaii, exactement. Il est trop choupi. J'adore cette image, je le trouve trop bien. Skitch Lorraine, trop facile. Et donc, ces deux créatures sont en train d'échanger dans leur terrier leur fameux plan pour doubler Tankol, parce que Tankol n'est qu'un ignare qui ne fait rien, il a trahi le clan Scab, c'en est sûr. Il ne mérite pas d'être le chef-chef. Celui qui mérite d'être le chef-chef, c'est Isaac Grottel. Et donc Skitch amène avec lui le plan qui fera que le clan Mulder sera vainqueur avant le clan Scab, avant le clan Pestilien, le clan Scryer, le clan Eshin. Il sera le grand gagnant de cette histoire parce qu'ils ont le plan incroyable. Et le plan, il est simple. Skitch, lui, montre les expériences qui ont enfin abouti. Dans ses mains, il tient une cage. À l'intérieur de cette cage, on comprend que Skitch a manipulé une femelle rat, une ratonne, et vraiment tonne parce qu'elle est énorme, elle est boursouflée, et cette femelle rat est, comment dire, démultipliée non seulement à la Malpierre, au mutagène et à la fin noire. Cette créature en fait merde, comment on dit qu'elle est elle est expérimentalement développée pour atteindre un but. Merde, j'ai oublié le mot. Bref, elle est prête à un certain plan. C'est une bête à abattre. Oui, c'est vrai, voilà, c'est ça. Elle est OGM, voilà, elle est dopée, ouais, on pourrait dire ça. Bref, cette ratonne, elle est conçue génétiquement modifiée. Merci, c'était ça que je cherchais. Optimisée, voilà, c'est ça. Elle est génétiquement modifiée pour que elle connaisse une fin noire de plusieurs semaines. Bon, de plusieurs semaines. Quelle est une fin noire qui puisse durer une semaine entière? Son espérance de vie est de 10 jours maximum. Et que elle ne s'arrêterait jamais de manger, cette femelle. Elle s'arrêterait jamais de manger. Et elle est même capable, grâce à des dents modifiées, de manger presque n'importe quoi. Seul le métal survivrait à ses crocs. Le bois, les os, les corps, les chairs, tout serait mangeable par cette ratonne. Et, connaissant cette fin noire, elle serait suffisamment développée pour se nourrir non-stop pendant une semaine, grâce à la fin noire, et que dans les derniers jours de sa vie, elle soit capable de, grâce à cet apport d'énergie qu'elle aurait bouffé, de mettre bas une centaine de créatures lui ressemblant. Ces créatures-là seraient capables de se nourrir autant et de donner autant de naissances dans le même laps de temps qu'elle. Quand Skitch te montre ça, tu te dis « Ok, je comprends ce que c'est cette créature. » Et quand le roman te dit « Il tend la patoune » et que derrière lui, il y a des centaines de cages contenant la même créature, tu comprends ce qui va se passer. Skitch et Grottel ont un plan. Lâcher ces créatures dans les greniers de Nuln
pour affamer la population et même dévorer les humains de la ville pour que les Skaven n'aient même pas à combattre. Une invasion comme celle-ci atteindrait l'Empire en quelques mois. L'Empire entier serait ravagé. Aucune forêt ne tiendrait contre ces rats, par exemple. Ils sont prêts à en lâcher des centaines dans les greniers de Nuln. C'est maléfique, j'adore. C'est très Skaven, c'est très Skaven. Donc ce plan a l'air incroyable. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, bien évidemment. Le plan est meilleur que le cambriolage du collège d'ingénierie. Au bout de 5 minutes, les machins se bouffent entre eux, c'est Skaven. Est-ce que cette horreur peut manger du feu? Non. Les fans de Chaotique Mauvais doivent jubiler. Le clan d'en face a des chats, rip. C'est un plan Skaven, c'est un plan Skaven. Niveau danger est violent. Le niveau danger est ultra violent, par contre, on est bien d'accord. Et bien évidemment, une fois qu'on a ce plan, bien sûr que le roman nous envoie au héros de ce roman, aka Mr. Tankol, bien sûr. Tankol, toujours dans son terrier, toujours en train de se doper à la Malpierre pour son plus grand plaisir, apprend que les dernières troupes envoyées par Scarron sont enfin arrivées. Tankol a maintenant sous ses ordres plus de 10 000 guerriers Skaven prêts à fondre sur la surface. Pour donner un peu un exemple, et c'est même raconté dans le roman, 10 000 Skaven prêts à envahir une seule ville humaine, autant de Skaven rassemblés au même endroit, ce n'était pas arrivé depuis la grande incursion du chaos de 2303. Donc imaginez que même avec Asavarkul, il n'y avait aucune armée de Skaven de plus de 10 000. Déjà c'est pas mal. Et ce n'était pas arrivé autant de Skaven prêts à envahir une seule ville humaine depuis la Grande Peste 1111. Donc quand même, l'effectif, c'est une armée incroyablement puissante des Skaven. 10 000 guerriers commandés par un prophète gris, ça ne rigole zéro, prêts à fondre, c'est quand même chaud. C'est 10 000 esclaves. Non, on sait qu'il a des vermines de choc, on sait qu'il a du clan Eshin, du clan Pestilien, du clan Mulder, du clan Scryer. Même s'il a perdu beaucoup de troupes dans le Pestilien, le Scryer et quelques-uns de Eshin, on sait que Tankol, il a encore des vermines de choc, il a des Raogres, il a des créatures comme ça. Ça rigole que dalle. Et bien évidemment, il sait qu'avec un tel effectif, rien ne pourra lui résister, bien sûr. Il est le grand chef-chef. Quand il aura même d'ailleurs conquis la ville, la première chose qu'il va faire, il l'explique comme ça dans ses pensées après avoir sniffé de la Malpierre, il dit qu'il va construire une énorme statue à son effigie. Et donc mettre les Skaven au grand jour à l'intérieur des fortifications de Nuln. Voilà. Parce qu'en fait, c'est lui le grand chef-chef. Voilà. Ça fait combien de points V8? Oh, pas grand-chose, pas grand-chose. Et bien évidemment, qui c'est qui va changer Tankol en un prophète gris sûr et optimiste de ses réussites? C'est bien évidemment Lurk, Lurk le soumis, le seigneur de guerre qu'il a soumis dans les chapitres précédents, qui va arriver en trombe dans son terrier. Tankol qui va encore une fois manquer de le carboniser sur place, et qui va lui expliquer qu'il a entendu quelque chose, encore une fois, Lurk le meilleur espion. Lurk qui lui apprend que l'un de ses jumeaux, parce que les Skaven naissent en portées assez nombreuses, plusieurs centaines d'individus, l'un de ses jumeaux qui est au clan Mulder, alors apparemment est un Skaven qui picole. Et qu'il est très bavard quand il picole. Alors j'adore ce passage du lore où on t'explique que les Skaven peuvent picoler. D'accord, en même temps il se drogue, donc pourquoi il pourrait pas picoler? Et qu'apparemment Lurk aurait fait parler son jumeau en l'ayant rendu bourré, et que le clan Mulder préparerait quelque chose. Et bien évidemment Tankol, dans sa folie de paranoïa, va tout de suite lui dire: mais qu'est-ce qui se passe? Encore des traîtres, ils m'ont tous trahi, tous mes lieutenants m'ont trahi, ils méritent tous que je fasse plomber leur plan pour que ce soit que moi le grand chef-chef. Et il va l'envoyer fouiller, bien évidemment, l'envoyer espionner le clan Mulder par le biais du jumeau de Lurk pour en apprendre. Et rapidement, le Lurk va revenir avec les informations. Alors, ça va plutôt vite parce que ça se passe en quelques heures apparemment seulement. Et on comprend que Lurk apprend, grâce à son jumeau, et le rapporte à Tankol, il apprend que le clan Mulder va libérer son arme surpuissante cette nuit, vers 2h du matin, et qu'ils vont utiliser une énorme barge de grains qu'ils ont peint en noir pour la faire voguer au milieu du rec et la faire venir s'échouer sur les docks
pour ensuite se répandre vers les docks, puis les entrepôts, puis les halles de grains de Nuln. Intéressant ça qu'une portée soit divisée sur plusieurs clans Skaven. Oui c'est ça, je trouvais ça intéressant. Donc bien évidemment, Tankol, fou de rage par ce plan qu'il ne peut pas contrer lui-même pour ne pas se mettre le clan Moulder officiel sur le dos, il a toujours sa solution que vous connaissez très bien. Nous retournons donc voir notre grand Félix qui s'est rechangé, hein, parce que quand il est retourné au Cochon-Borgne, certains même de ses collègues ne l'avaient pas reconnu parce qu'il était encore habillé en Richard, mais il va pas tarder de prendre son poste, hein, parce que là l'horaire de nuit va à peine de commencer, donc il va devenir videur à nouveau, et il se rhabille pour tout simplement reprendre son travail. Il va d'ailleurs cacher même sa bourse d'or dans le plancher de sa chambre que lui a offert Otto, hein, en revenant, tout ça, etc. Je vous passe un peu les détails. Tac, 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 tac. Je relis un peu mes notes. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, pendant la soirée de travail, Félix, toujours un peu en train de réfléchir à ce qui vient de se passer. Hein. Il vient de se dire, putain, Oswald commence une enquête. Les Skaven sont toujours une menace. Gotrek est toujours à côté de moi. Bref, il y a plein de choses qui se passent dans sa tête. Et là, il va, comme d'habitude, comme tous les soirs, il va être en train de vider un ivrogne, en train de lui casser les couilles, en train même de chercher la bagarre avec lui. Félix, qui reste professionnel, qui lui dit bah, c'est l'heure de sortir, c'est bon, t'as assez bu, etc. Il lui casse pas la gueule, hein, il est juste en train de lui dire bah, c'est l'heure de sortir, tu commences à faire du grabuge, s'il te plaît, sors, etc. Et là, plot twist, on reconnaît le personnage qui est en train de foutre la merde envers Félix. On reconnaît cette sombre couille de personnage. On reconnaît Hans. Hans, rappelez-vous, ce personnage qui avait été introduit il y a plusieurs chapitres. Ce personnage qui là est littéralement en train de... Hey, toi, tu me casses les couilles, je vais te la péter ta gueule, tu vas voir. Avec un Félix à côté de lui qui lui fait bon, monsieur, il va falloir sortir. C'est qui lui déjà? C'est l'ex de Elissa, un homme qui a été banni de son village car il était un peu trop entreprenant avec la jeune fille et les gars qui tournaient autour de la jeune fille. Et qui là, ce soir, passe un cran au-dessus. Il va se mettre à menacer Félix. Il lui dit littéralement, je vais te péter la gueule, de toute façon tu la mérites pas, c'est ma fiancée Elissa, elle est pour moi. Ça va pas plaire à Félix, hein, vous vous en doutez bien. Surtout que derrière, Hans va renchérir en disant, et puis de toute façon tu l'as parce que tu l'as embobiné, hein, c'est ça, tu profites d'une paysanne, hein, avec tes beaux paroles de la ville, espèce de connard. Donc Félix va commencer à lui faire, bon bah maintenant tu sors, hein, c'est bon, tu m'énerves mais tu sors. Il reste ultra pro. Et c'est là. Oui, car la violence n'est pas une solution. C'est la solution. Hans va le frapper avec sa chope. Il va littéralement tenter de lui éclater sa chope sur le coin du visage. Sauf que le gars est bourré comme un rat mort, bien sûr. Et Félix voit le coup arriver. Félix va lui stopper le coup. Hein, il va lui faire une parade. Mais il se rend compte que le gars est quand même assez costaud. Alors que je rappelle que Félix a combattu au corps à corps un orc ou une guerrière du chaos, hein, à main nue. Et il se fait surprendre par la violence du coup du bourré. Ce qui fait qu'il ne voit pas le second coup arriver. Et cette espèce de petite pute de Hans lui envoie dans les côtes un énorme coup de genou, lui provoquant un hématome énorme. Félix, encaissant ce coup, bon, en a connu d'autres, et va mettre un uppercut Bud Spencer dans la tronche de Hans, l'envoyant bouler dans la salle où il y a les clients, hein, bien sûr, et le mettant inconscient. Et là, qui c'est qui se met entre eux, qui se jette sur Hans en hurlant sur Félix, le traitant de brute ignare?
C'est Elissa. Elle est trop mignonne, mais tu peux fermer ta gueule, s'il te plaît. Ok. Alors, très bien. Super. Les femmes. Voilà. Hein, voilà. Donc, bien sûr, Félix qui voit ça et qui est exaspéré, hein, entre guillemets, mais qui ne fait rien. C'est Félix, tu vois. C'est Félix. Il essaie même pas de s'expliquer. Parce qu'il voit qu'elle a déjà choisi un camp. Elle le traite de brute, etc. Et Félix, il essaie même pas de s'expliquer. Tu vois, le gars, il dit bah, je vais pas faire ça devant tout le monde. On va attendre. Tu vois, on va discuter. Donc, bien sûr, dispute, évidemment. Dispute le soir même entre Félix et Elissa. Évidemment. C'était gros comme une maison, ça devait arriver. Elissa qui commence à prendre à partie Félix, elle l'accuse d'être une brute, etc. Félix qui lui dit non mais attends, le gars il me menace, je le fais sortir cordialement. Et regarde, il lui montre même l'hématome qu'il a à la poitrine. Et derrière, Elissa ne veut rien savoir. Elle en veut gravement à Félix. Pourquoi ? Bah parce qu'on ne comprendra jamais vraiment les femmes, hein, comme dit Félix dans le chapitre précédent. Tu l'as, me dit Quentin. Au secours. Et là, patatras, la magie du scénario, la vitre explose. La vitre qui, je le rappelle, a retenu un assaut de combattants Eshin directement. La vitre de leur chambre explose par une brique. Bien évidemment, en une seconde, les réflexes de Félix reviennent à la charge. Il dégaine sa lame, il se met devant la fenêtre, protégeant Elissa derrière lui. Et on remarque en fait que ce n'est qu'une brique entourée d'un parchemin. Et là, on comprend que c'est un nouveau message de leur ami, bien sûr. Félix déplie le parchemin et Chang le retour, la vengeance de Chang. Et un message marqué « Mes amis, la barge noire, pas bonne pour la cité, arrive cette nuit et porte la mort. Grande barge remplie de choses pas bon, devez l'arrêter vite, pas le temps, va détruire votre grain, votre amis. » Voilà ce qui est écrit sur la lettre. Félix voit ça, il sait ce qui se passe, il sait que putain, son intuition ne l'avait pas trompé, quelque chose se passait encore cette nuit. Et la première chose qu'il a en réflexe, c'est de se tourner vers Elissa et lui dire « Vite, apporte-moi du papier, faut que j'envoie un message au palais. » Donc il respecte sa promesse qu'il a faite à Oswald. Par contre, bien sûr, Elissa comprend tout de suite que c'est ultra urgent et se dit « Oh putain merde, il faut que je bouge. » Elle va faire ce qu'il lui dit. Et c'est là que on a le point de vue de Lurk, qui est à l'extérieur du cochon-borne, qui vient de jeter cette brique et cette pierre, et qui se dit « Mon plan était parfait, très bien. » Il attend quelques minutes, il voit que ça s'allume un peu partout dans le cochon-borne, et il voit même sortir quelques minutes plus tard Gotrek et Félix en direction des docks. Donc Lurk se dit « Mon plan parfait, j'ai tout compris, j'ai réussi. » Et là, Lurk se dit que tout est prêt, tout est réalisé, il a survécu, il a réussi. Sauf que une patte se pose sur son épaule. Lurk se liquéfie de peur parce que tout d'un coup l'odeur lui arrive et la voix rocailleuse et corrompue lui arrive à l'oreille. Et lorsqu'il se retourne, il reconnaît Lurk, pardon, pas Lurk, Null, le prêtre de la peste. Et tu comprends que ce prêtre de la peste l'a suivi et l'a entendu discuter avec Tankol sur le fait de contrer le clan Moulder comme il l'a fait avec les autres. Bonsoir, soir, exactement. Merci Zemerok, merci beaucoup pour Zemerox, pardon, pour le follow. Merci à toi et bienvenue parmi nous. Et là, tu comprends que le lieutenant le plus fanatisé de Tankol, qui vient de tout perdre, hein, je le rappelle dans le chapitre précédent, vient de comprendre que Tankol lui a mis à l'envers, et que Tankol l'a mis à l'envers à beaucoup d'autres généraux. Et je rappelle que ce personnage-là, c'est le seul que Tankol ne voulait pas énerver.
On ne sait pas ce qui arrive à l'heure qu'après, hein, bien sûr. Là, je suis dans la merde. Exactement, exactement. Donc, bien sûr que le roman, là, par contre, après, s'enchaîne. En même temps, c'est en colle. Oui, en même temps, c'est en colle. Chérie, ça va couper. Ouais, c'est ça. Hop, attendez. Clac, voilà. C'est l'épisode des conversations délicates. Oui, on va dire ça comme ça, ouais, c'est ça. Et donc, on a maintenant le passage aux docks. Pourquoi on se dirige vers les docks? Parce que c'est précisé que c'est une barge peinte en noir qui menace la ville par sa cargaison dangereuse et que ça parle de grains et de réserves qui vont être attaquées. Félix n'est pas un débile, il se dirige vers les docks qui sont le plus proches des greniers de Nuln. Les docks nord, qui ne sont pas très loin du Cochon-Borgne. Et donc, avec Gotrek, ils vont s'installer en espèce de point de vue. Alors, l'IA est complètement foirée, hein, bien évidemment, j'ai pas réussi à lui faire faire, parce que comme je vous le dis, le rake, il fait 200 mètres de large à cet endroit-là. Donc déjà, il est impossible que les maisons soient collées les unes aux autres comme ça. Imaginez que cette image est complètement fausse. D'ailleurs, ça m'énerve que j'ai pas réussi à faire correctement. Donc, je vais vous mettre la carte de la ville. Au pire, voilà, vous l'aurez, voilà. Hein. Voilà, c'est une rivière. Ouais, c'est stupide. C'est stupide. Il faudrait vraiment que ça soit un grand fleuve. Hein. Un grand méga fleuve. Allons traquer Fantomas. Ouais, c'est ça. Hop, je vous remets la carte de la ville. Voilà, pour vous rendre compte un peu de la taille du truc. Donc les greniers sont là, hein, par exemple sur la carte de Nuln. C'est ces 4 grands trucs là, les greniers. Et vous pourrez comprendre en fait qu'ils sont à ces docks là. Ici même. Ils sont ici. Repousser les subs, ouais, bien sûr. Et donc, voyez hein, la largeur hein, du rec à cet endroit-là. Et donc, en embuscade, Gotrek et Félix attendent leur heure. Sauf que très rapidement, on comprend que c'est une nuit, comme le dit Félix, une nuit de contrebandier. Car les 2 lunes, Morslib et Manslib, sont cachées par des énormes nuages noirs, certainement un orage qui menace, etc. Et que une barge peinte en noir sur une nuit noire sans lune, avec un rake énorme et gigantesque, évidemment que ça aurait passé presque inaperçu pour les humains. Pour les humains. Cependant, comme le dit Gotrek, les humains peuvent pas voir aussi loin que les nains, surtout dans la nuit. Et grâce à Gotrek, Félix et lui vont apercevoir cette fameuse barge qui se dirige en effet vers les docks. Qui se dirige? Pas vraiment. On comprend que sur la barge, eh bien, c'est Skitch qui conduit. Il a une troupe de guerriers avec lui, une troupe de guerriers du clan Mulder, des guerriers des clans, etc. Mais il regrette une chose, il regrette de ne pas avoir amené de Raogre avec lui, parce que tout joue sur la discrétion. Et que les Raogres, c'est pas connu pour être discret, ça grogne, etc. C'est dangereux, surtout dans un espace confiné. Et on comprend en fait que Skitch, il est à la barre d'une énorme barge remplie de guerriers des clans, mais surtout aussi remplie des cages de centaines de prototypes de ces ratons gloutons, hein, entre guillemets, qui n'arrêtent pas de piailler dans la cale et qui grattent la cage en métal, prête à dévorer le Skaven qu'est Skitch, même s'il a une parade là-dessus. Et on comprend que Skitch, en fait, c'est une brêle à la navigation. Tout était prévu, hein, c'était le meilleur élément du clan Mulder, ce gars-là. Hein. C'est le chef mutagène du clan Mulder. Sauf que là, il n'a jamais maîtrisé une barge aussi grosse. Et en fait, Gotrek, il arrive à voir la barge, pas parce qu'elle est différente des autres, il y a d'autres navires, hein, surtout d'autres contrebandiers, il le comprendrait très bien, qui sont en train de faire leur affaire, mais la barge, en fait, elle est en train de tourner en rond, au centre du rake, et elle fait ça pendant plusieurs dizaines de minutes, parce qu'en fait, Skitch n'arrive pas à la manier sur le courant aussi fort qu'est le rake. Elle est trop grosse. Et en fait, vu qu'il voit pas très bien avec ses lunettes, il n'arrive pas à la maîtriser. Donc au milieu, tu as une barge de 60 mètres qui fait you, 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 you. C'est pour ça que Gotrek la voit. Viser les débiles, c'est ça. C'est ça. Mais qu'il est con. Mais j'adore, c'est comme un chien qui se mord la queue. Oui, c'est ça. Diriger une barge est plus dur qu'un tank à vapeur. Ah bah, en tout cas, surtout si t'as pas la formation, tu vois.
Je suis mutateur, pas batelier, moi. Oui, c'est ça, c'est ça. Tout était pourtant parfait, c'est ça. Et donc, voyant qu'elle n'arrive pas à bouger cette barge parce qu'ils n'arrivent pas à la manier, eh bien, Gotrek et Félix vont choper un pauvre batelier qui était posé au bord du rake, en train de ranger ses filets tranquillou, en se disant, bon bah ça y est, j'ai fini ma journée, je peux y aller. Et ils vont lui dire, toi, emmène-nous au centre du rake là-bas, regarde, il y a quelque chose qui tourne en rond. Donc bien évidemment, le batelier va les emmener parce que, bon, certes, Félix a l'air d'être bourrin, mais c'est surtout le nain qui lui fait peur. Surtout que Gotrek, voyant que le gars commence un peu à flipper dans cette nuit noire en se rapprochant d'un bâtiment noir en train de tourner en rond avec des bruits de piaillement qu'on entend depuis le milieu de la traversée, il se dit putain où est-ce qu'il m'emmène ces deux-là. Et t'as Gotrek qui lui fait si jamais tu commences à faire demi-tour, je te coupe une jambe pour que tu la bouffes. Merci Félix, merci Gotrek hein, pour ton tact bien évidemment. Et même ils vont commencer à entendre les Skaven piailler depuis la barge parce que ça commence à tourner en rond et que ça commence à faire attendre les rats pour rien. Et le pauvre batelier va commencer à entendre Gotrek et Félix parler de Skaven et de créatures sur ce bateau. Donc il commence à flipper, mais bien évidemment, par la menace, ils vont l'emmener jusqu'à... Enfin, ils vont le pousser à aller jusqu'à la barge. Et là, la subtilité disparaît. Mais genre littéralement. Gotrek lui dit, tu fonces dessus. Et tu la fermes. Tu fais ce que je te dis, tu fonces dessus. Félix lui fait, mais c'est pas une façon d'arriver discrètement pour des adversaires, etc. Non, pas le temps. Et là, vous avez un abordage nain. YOLO, littéralement. Il ne reste alors qu'une seule solution. On pourrait les prendre par surprise et... Chargez! On a littéralement le petit bateau qui vient rentrer dans la barge avec un gros bourk et un Gotrek qui saute en l'air avec sa hache et qui la plante à travers les planches de la barge pour se faire un espèce d'appui et grimper en une seule seconde sur le haut de la barge, arrachant sa hache dans la seconde suivante, la prenant par le fer et la tendant à Félix pour que Félix la saisisse et que le gars nain tracte en un seul clignement d'œil un Félix entier avec sa hache sur le haut de la barge. Musculeux. Silver Langdrang approuve. Exactement. Donc comme quoi, le gars est quand même assez énervé. On va pas se mentir. La subtilité, c'est pour les fioles. Ouais, c'est ça, exactement. Dwarf porn, exactement. Bien évidemment, ils se sont fait repérer. Hein. Évidemment qu'ils se sont fait repérer. Tu viens de te faire empaqueter par un petit bateau et t'as entendu un gros morceau de hache. Enfin, un gros prank de hache. Et t'as entendu ah, vas-y, monte l'humain. Ouais, super la discrétion des nains, quoi. Absolument génial. Ce qui fait bien sûr que la garde de la barge fonce en direction de Gotrek et Félix. Les Skaven du clan Moulder attaquent Gotrek et Félix. Et c'est un carnage sans nom. Voilà. Il y a même pas de négociation. Gotrek et Félix remarquent que ce sont des guerriers des clans simples. Ce sont pas des gros tarés avec des ratlings ou des lance-flammes. Ce sont pas des fanatiques pestiférés du pestilien. Ce sont pas des assassins avec des étoiles de jet empoisonnées. Ce sont juste des Skaven comme ils ont déjà massacré des Skaven dans le premier chapitre ou dans les guerriers des clans qui les ont emmerdés. Ils font un massacre. Ils vont dégommer la demi-douzaine puis la douzaine de Skaven qui est face à eux en quelques secondes. Sauf que quelqu'un va voir ça. Quelqu'un va voir ce massacre. Et ce quelqu'un, c'est Monsieur Skitch. Et Monsieur Skitch va reconnaître Gotrek et Félix, le duo infernal qui a mis en échec le clan Eshin, qui a mis en échec le clan Scryer, qui a mis en échec le clan Pestilence. Et Skitch, c'est un Skaven. Skitch, c'est le plus brillant corrupteur du clan Moulder envoyé sous Nuln. C'est un esprit, c'est un corps faible, mais un esprit grand. Il a un devoir, il a une mission avant tout. Et là, sa mission, c'est de survivre. Il va abandonner la mission principale qui était d'amener la barge sur les docks. Il va faire quelque chose de très simple. Il va se retourner et il va ouvrir toutes les cages.
sauf une. Vous allez me dire, il se condamne, parce que ces crues-là vont tout dévorer, lui y compris. Mais il a déjà réfléchi, c'est lui leur créateur, on se le rappelle bien, et il s'est enduit, alors que je retrouve, il s'est enduit d'huile de marre. Voilà, il est enduit d'huile de marre, ce qui rebute d'ailleurs les rats géants, ce qui fait qu'ils vont l'épargner, en fait, ils vont passer autour de lui parce qu'il pue, en fait, et ils vont, les uns après les autres, s'entasser dans la cale pour finalement dévorer la cale de haut en bas et entendre les bruits de combat. Et toute cette nuée intégrale de rats mutants génétiquement modifiés vont partir en direction des cadavres, épargner Skitch et foncer, bien sûr, en direction de Gotrek et Félix, dans la plus terrible vision de Plectel que l'on pourrait avoir. Je suis pas payé pour mourir comme un débile, so long loser. Et justement, Skitch va conserver un modèle, un seul modèle de ces rats géants dans une cage, parce qu'il n'est pas con quand même, il va pas la garder dans la main, et il va suivre la meute, la nuée intégrale qui monte, et il va sauter par-dessus bord, avec cette cage au-dessus de sa tête en espérant que le rat ne se noie pas. Parce qu'il faut sauver le prototype mère. Avec un seul, il pourra tout reconstruire. C'est pas grave si tous les autres meurent, on repoussera l'attaque de quelques semaines. Mais il va tenter de sauver ça, et Skitch disparaît de la bataille en sautant par-dessus bord avec un spécimen de rat géant mutant. L'esprit fort a pris le mal, c'est ça exactement. L'abordage de Gotrek et Félix, c'est un hommage à Surcouf quand ils ont attaqué les Anglais à 15 contre 150 et qu'ils ont gagné, c'est ça. Donc il sait nager, c'est surprenant. Hein. Sauver le soldat Ratian, exactement. La nuée est terrifiante. La nuée va déjà dévorer les Skaven qui sont devant eux. Bien sûr, parce qu'il y a des Skaven qui continuent quand même de se battre, je le rappelle, contre Gotrek et Félix. Il y a des Skaven qui ont eu des jambes en moins, des bras en moins par Gotrek et par Félix. Ils vont se faire dévorer vivants par les Skaven, par les rats géants. Les rats géants vont même dévorer les corps des Skaven qui sont là, vont commencer à dévorer la surface du bateau. Et Félix et Gotrek ne font pas le poids. Hein. Littéralement, aucune chance. À grands coups de pied, etc. Félix va se faire mordre, il va se faire griffer, il va voir que même avec l'échine écrasée, le rat continue de lui mordre la jambe. Supervision de l'enfer, littéralement, jouer à Plectel, hein, vous aurez vraiment l'ambiance que ça donne. Je vous conseille absolument ces jeux français. Et bien sûr, alors je suis content, j'ai retrouvé cette vieille image. J'ai trouvé ce vieux dessin. Alors c'est pas Félix qui est là. Je ne sais pas d'où vient ce dessin, mais je trouvais ça intéressant pour représenter le fait qu'ils sont complètement submergés par la horde de rats qui leur tombent dessus. Des rats, je le rappelle, en plus génétiquement modifiés. Donc ils sont gros, ils griffent, ils mordent, ils sont en plus atteints de la faim noire. Hein, donc ils sont ultra rapides. Aucune chance de s'en sortir. Et Gotrek va bourriner autour de lui. Il va se faire submerger littéralement. Il va juste avoir la tête et les bras qui vont être sortis de la masse. Félix va donner des grands coups de pied, etc. Et il va hurler à Gotrek, c'est pas une mort pour un tueur. Et Félix va lui hurler ça. Et Gotrek va lui répondre, fous le feu au bateau. Et on comprend que Félix a une lanterne depuis le début. C'est la seule chose qui lui permettait de voir, hein, j'en ai pas parlé parce que c'est un peu Deus Ex Machina, mais il l'avait bien depuis le début. Et voyant sa lampe à huile, qu'il a littéralement, il se rappelle d'un truc que son père et son frère n'arrêtaient pas de lui dire, ne jamais jouer avec du feu sur un navire. Ce qui est un très bon conseil. Bien sûr, Félix va prendre la lanterne à deux mains, l'ouvrir à balle et la jeter contre le pont. Le pont qui va s'embraser en quelques secondes, surtout qu'oubliez pas, c'est un bateau qui a été utilisé par les Skaven. Et bien sûr que les flammes vont prendre en quelques secondes, lanterne de Tchekhov, exactement. Et Gotrek et Félix vont en profiter pour sauter à l'eau, chose qui sera également faite par beaucoup de rats mutants embrasés. Les rats mutants vont dévorer les Skaven et les restes de cadavres, vont se laisser prendre feu, parce que rappelez-vous que la faim est primale chez les Skaven au-delà même de la fuite. On est bien à 200 contre 1, on a failli gagner, c'est ça. Merci Jugarnuk, merci beaucoup pour le follow, bienvenue parmi nous. Les Skaven vont s'embraser vivants, hein, et Gotrek et Félix vont sauter dans l'eau. Et le roman va reprendre quelques minutes plus tard avec un Félix rincé, trempé. Il a survécu à la noyade parce qu'un batelier l'a repêché, parce que bien sûr, hein, une barge intégrale au centre du Ray qui prend feu, ben, d'autres viennent voir. Merci Aurélien pour le follow aussi, merci beaucoup, bienvenue parmi nous.
D'autres bateliers sont dirigés vers le navire, mais l'ont laissé brûler. Hein, ils savent pas qui est le navire. Ils entendent des hurlements de créatures. Bien sûr qu'ils vont pas essayer d'arrêter le feu. Hein, simplement, ils regardent pour éviter que le feu prenne sur d'autres navires. Félix va être sauvé par un batelier, va être amené au rebord de la plage, enfin pardon, de la plage des docks, excusez-moi, de Nuln. Et il se dit, putain, où est le nain? Parce que il l'a jamais vu nager, Gotrek. Et là, il se dit, putain, le nain n'a pas été repêché. Au secours, le nain est mort, noyé. Il a certainement même été emmené sous l'eau par sa hache. Oh le débile, oh le débile. Et bien sûr, le cependant du scénario, qui sait-il qu'on voit arriver quelques secondes après ce stress à bord du navire tenu par le batelier qui n'a pas arrêté d'être menacé depuis le début par lui-même? C'est Gotrek, du haut de la barge, littéralement complètement trempé lui aussi, hein, sa crête est retombée. Il a été emmené par le courant et le batelier qui avait fui les lieux en fait l'a repêché et Gotrek l'a menacé pour le ramener à l'endroit d'où il est parti. Cependant, Gotrek a bu tout le rec. Ouais, voilà. On comprend qu'il a failli se noyer, hein, Gotrek quand même, mais qu'il a été repêché par le gars qui l'a pas arrêté de menacer. Donc, Félix lui fait signe, du haut de la main, comme ça, en se disant « Ouais, super, t'es vivant, espèce de con, t'as vu, on a encore failli mourir, bravo !» Et là, Félix voit une chose qui sort de l'eau. Il voit un des rats de la nuée s'agripper au bord du dock où il est et filer dans les rues. Et Félix, la seule chose qu'il lui dit, c'est qu'il passe par sa tête, il regarde le rat, et il fait bon bah écoute, tant mieux pour toi, t'as survécu toi aussi. Parce qu'on rappelle que Félix, même s'il a étudié les Skaven, bah il connaît pas leur plan. Il connaît pas leur plan. Il sait pas la capacité d'une créature comme ça. Le plan des Skaven. Ce qui fait que, comme la peste, le plan, ce Skaven a réussi, enfin ce rat a réussi à passer. Gotrek et Félix vont se retrouver au bord de du Rake, pardon. Et bien évidemment, t'auras la fameuse phrase des héros à la fin. Bah, mission accomplie, la barge elle a pas atterri, elle a brûlé, tous les Skaven sont morts. On va se jeter un godet, bien sûr. Le batelier, d'ailleurs, qu'ils n'ont pas arrêté de menacer, enfin que Gotrek n'a pas arrêté de menacer, va même en profiter du genre alors oui, vous avez réussi, par contre, je voulais bien qu'on me paye ma course, s'il vous plaît. Donc, bien sûr, le petit punchline qui est rigolote à la fin. Et en fait, ça se termine pas là-dessus, ce chapitre. Ce chapitre se termine par Skitch. Bien sûr. Skitch, ce raton tout mignon, ce créateur corrupteur du clan Mulder. Eh ben, tu comprends que Skitch a survécu lui aussi. Alors, il a été emmené très 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 loin hein, sur le Rake, mais il a réussi à retrouver un égout. Il a réussi à passer au milieu de tous les gardes, de toutes les patrouilles sous terre de la police secrète des humains, et même de regagner le terrier de Tankol sous terre, pour annoncer à Isaac Grottel, son chef, bien sûr, et pas à Tankol, que le plan a échoué, que les deux, Gotrek et Félix, étaient là, mais que, par miracle, il tient encore la cage avec à l'intérieur la ratonne géante, la ratonne ogresse, en se disant « J'ai réussi à m'en sortir, bien que j'ai perdu quelques affaires. » Tu vois qu'il est dans un état lamentable, hein, il a failli se noyer, il a plus ses parchemins, plus ses tenues, il a même plus ses petites lunettes d'ailleurs, il y voit donc d'ailleurs quasiment que dalle, mais il a réussi à l'odorat à se guider jusqu'ici, pour ça qu'il a évité les patrouilles. Il va arriver en héros du clan Mulder parce qu'il a finalement certainement réussi, hein, les rats ça nage plutôt bien, et puis même de toute façon il a réussi à sauver le prototype, donc c'est pas grave, il va pouvoir recommencer, et ce n'était qu'un test au final, chef, la victoire est presque là, bien sûr. Sauf que se guider à l'odorat c'est bien, mais ça permet pas de tout voir. Et lorsqu'il va rentrer dans le terrier Skaven de l'armée intégrale de 10 000 Skaven prête à fondre sur Nuln, avec ce rat mutant dans ses mains, dans sa petite cage, Skitch, il va passer pas très loin des grands entrepôts des Skaven, et il va pas voir un caillou, parce qu'il voit rien. Il sent la présence des gars, mais il sent pas le caillou. Il va se prendre les pattes dedans, il va tomber, et la cage va se péter. Et la cage, en se brisant,
va libérer la ratonne qui va se diriger à pleine bille vers les réserves de nourriture des Skaven. Et la phrase et le chapitre entier se termine par « Il n'y aura pas que le seigneur Grottel qui va connaître la fin ». Et voilà comment se termine l'avant-dernier chapitre de Gotrek et Félix, tueurs de Skaven. Mais purée, tout était parfait. J'ai glissé, chef, exactement. Donc voilà. Donc au final, depuis le début de cette aventure, la peste est répandue, certes à moins grosse échelle, mais la peste est répandue. Et les nourritures sont certainement perdues. Mais ça, pour les deux camps. Parce qu'on comprend que les Skaven commencent à être malades, et on comprend que leurs bouffes vont disparaître autant que les humains. Rappelons que ces créatures ont capturé les cités naines. Oui, c'est donc prouver à quel point les nains sont cons, quoi. Ils sont presque trop parodiques, les Skaven. Bah, c'est le scénario qui les aide bien. Et n'oublions pas qu'à chaque fois, ils sont parodiques et ils sont nuls, parce qu'il y a Gotrek et Félix qui viennent foutre leur merde. Parce que, franchement, les Pestiliens, ils auraient réussi sans aucun problème. Les Scryers, bon, il y a le passage du tank où ils auraient certainement perdu le monopole. Les Échines, au final, n'ont loupé que parce qu'ils ont voulu attaquer à un seul endroit et que Félix a fait des réussites critiques. Mais vraiment, genre, les Pestilens, ils auraient réussi, c'est sûr et certain. Donc, vraiment, ça a raté, exactement, voilà. C'est le raté des Skaven. Minus et Cortex, voilà. Résumé du livre, Suicide collectif des Skaven pour conquérir Nuln. Ben non, parce qu'ils arrivent à répandre la peste, et ils arrivent à lâcher au moins un rat mutant dans les réserves de Nuln. Félix Gotrek et Tankol qui les pistonne bien aussi. Bah oui, voilà, il n'y aurait pas eu Tankol, il n'y aurait pas eu autant de grabuge. Les mecs du fort et les contrebandiers du fleuve en mode, mais c'est quoi ce bordel en voyant les bateaux en flammes? Ouais, c'est clair, c'est clair. Et je trouve quand même bien, tu vois que Félix, même s'il connaît un peu les Skaven maintenant grâce au livre qu'il a obtenu chez Drexler, bah, il connaît pas leur plan. Tu sais, il n'est pas omniscient, il voit pas le moindre rat, il le tue tout de suite. Non, pour lui c'est un rat. Certes, il y a des hommes rats, mais voilà, il connaît les hommes bêtes, mais il va pas tuer toutes les chèvres, tu vois. Sans Tankol, l'Empire est éliminé. C'est le meilleur contre son camp du monde. Bah, c'est Tankol, les gars. C'est Tankol. C'est pour ça que, encore une fois, vous lisez les Gotrek et Félix qui sont canons, hein. Vous lisez les Gotrek et Félix. Tu lis le livre d'armée des Skaven où tu comprends que c'est la guerre civile absolue, qu'il n'y a aucune alliance possible entre Skaven sur une durée plus de 2 jours. Mis à part un Verminard qui apparaît, ou le Conseil des 13 qui lance un plan ensemble pour 2 mois, tu vois. Comment on arrive à avaler la fin des temps de Games Workshop et ce qui nous balance à la tronche dans la fin des temps avec les Skaven, tu vois. Comment on peut accepter ça quand t'as grandi tout le temps en écoutant les Skaven se démerder à ce niveau-là, tu vois. Et pourtant, quand tu les connais, les Skaven, tu lis leur livre d'armée de la V6, de la V7, tu lis ça, t'as envie de les jouer si t'aimes bien le côté savant fou, le côté swarm, le côté corrupteur, le côté fanatique. T'as tout ce qu'il faut chez les Skaven pour t'amuser en termes de plateau de jeu. Mais quand tu les lis dans l'histoire, t'as aussi envie de les jouer parce que tu les trouves débiles. Et c'est parfois comme les peaux vertes, c'est drôle de les jouer. T'es détendu quand tu les joues. Mais voilà.